Hello tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour le débrief de Gand Wevelgem, une des plus grandes classiques flandriennes du calendrier. En vérité, c'est la première des trois très grandes classiques flandriennes, Gand Wevelgem, Tour des Flandres et Paris-Roubaix. Si on veut faire un petit parallèle avec les Ardennes, ça équivaut un petit peu en termes de prestige à l'Amstel Gold Race. Gand Wevelgem, on a tendance à dire que c'est une classique de sprinter, mais pas que. D'ailleurs, ça fait longtemps qu'il n'y a pas eu un sprint à Wevelgem. Ces 2 dernières années, par exemple, en 2023, c'est un duo qui est arrivé. Laporte avait remporté Gand Wevelgem devant Wout van Aert qui lui avait laissé la victoire. Et l'an dernier, on avait eu un nouveau duel, Pedersen-Van der Poel, qui avait tourné à l'avantage du Danois. Alors pourquoi est-ce qu'on dit que Gand Wevelgem est une classique de sprinter? Si on regarde un petit peu le profil de cette course, 250 km de course, vous regardez la première moitié de course, elle est assez anecdotique. On est sur des routes planes, des routes larges, clairement pas un endroit où des attaquants peuvent faire des différences. En revanche, sur le deuxième tiers du parcours, grosso modo de 100 km de l'arrivée jusqu'à 35 km de l'arrivée, vous avez ces espèces de petits bergs, ces montées-descentes, sur un parcours qui tournoie énormément. On est sur des petites routes. À certains moments, on va passer par des chemins de terre. Et c'est dans ce deuxième tiers de course qu'on va retrouver un petit peu le point d'orgue de la course du Gand Wevelgem, l'ascension du mont Kemmel, qui est un mont pavé, et que les coureurs vont devoir franchir 3 fois dans ce deuxième tiers de course. Je vous mets les petits points d'intérêt sur le profil. Et enfin, vous avez un dernier secteur de course à partir de 35 km de l'arrivée jusqu'à la ligne d'arrivée. À ce niveau-là, on va retrouver des routes planes, des routes larges, et donc un peloton bien organisé peut, sur ces 35 derniers kilomètres, reprendre un à un les échappés qui se seraient fait la malle dans le deuxième tiers de course. Et donc, avec un profil aussi atypique, on a deux types de favoris au départ de Gand Wevelgem. On a des favoris qui vont profiter d'une course de mouvement et on a des favoris qui vont profiter d'un sprint massif, les sprinters. Sur la start list ce matin du Gand Wevelgem, on pouvait donc dégager une multitude de favoris. Des favoris et une course de mouvement, Mats Pedersen pour la Lidl, la Team UAE avec 3 très belles cartes, Tim Wellens, Florian Vermeersch, Nils Politt, on avait Biniam Girmay pour l'équipe Intermarché, Joshua Tarling pour Ineos, Matteo Jorgensen pour la Visma, Matej Mohoric de Bahreïn, Valentin Madouas pour Groupama, Garcia Cortina pour Movistar, Laurence Pitty pour Red Bull ou encore Matteo Trentin pour Tudor. Ça, c'est pour des candidats à une course de mouvement. Et en cas de sprint, à l'arrivée, il y avait du très beau monde. En fait, le meilleur plateau qu'on peut avoir au départ d'une course pour un sprint. Jonathan Milan pour la Lidl, Jasper Philipsen pour l'Alpecin, Tim Merlier, Paul Magnier pour la Soudal, Olaf Koy pour la Visma, Arnaud Démare pour Arkea, Sam Bennett pour Decathlon, Jordi Meus pour Red Bull, Michael Matthews pour Jayco ou encore Arnaud Delis pour Lotto. Sacré start list au départ de ce Gand Wevelgem quand même. Avec une telle liste de favoris, ça laissait donc place à pas mal de stratégies d'équipes différentes. Il y avait des équipes qu'on va nommer épouvantail, qui pouvaient à la fois compter sur une course de mouvement ou sur un sprint à l'arrivée. Là, je vais citer 2 grandes équipes favorites. La Lidl avec Mats Pedersen et Jonathan Milan en cas de sprint. Et la Visma avec Jorgensen en cas de course de mouvement et Olaf Koy en cas de sprint. Ça, c'était les équipes qui jouaient un petit peu sur les 2 tableaux. Et puis, vous aviez les équipes qui venaient à 100% pour une course de mouvement. UAE avec Wellens, Vermeersch et Politt. Ou alors Alpecin qui comptait à 100% sur un sprint et qui abattait à ce moment-là qu'une seule carte, Jasper Philipsen. Vous voyez donc que dans l'ensemble, la course était extrêmement ouverte au départ ce matin. Maintenant, on pouvait limiter la liste de favoris à 5 noms. 2 en cas d'une course de mouvement, Mats Pedersen et Matteo Jorgensen, et 3 en cas de sprint, Jonathan Milan, Jasper Philipsen et Tim Merlier. Voilà, avec ça, vous avez toutes les clés de la course au départ ce matin. Et résumons la course. Encore une fois, du départ jusqu'à 100 km de l'arrivée, pas grand intérêt. L'emballage se produit dans les 100 derniers kilomètres. On rentre dans la fameuse course de mouvement sur Gand Wevelgem. Le vent souffle très fort sur cette édition et forcément c'est propice à des attaques de loin. La course de mouvement attendue se produit et l'élément déclencheur et principal de cette course de mouvement, c'est l'attaque de Mats Pedersen à 72 km de l'arrivée. Le Danois se dégage dans un secteur gravel et emmène avec lui Jasper Philipsen et Olaf Koy. Pas une bonne nouvelle pour le coureur danois, 2 sprinters sont dans sa roue. Mais la chance va sourire à Pedersen, ou plutôt la malchance va s'abattre et sur Philipsen et sur Olaf Koy. Jasper Philipsen, dans ce secteur gravel, est victime d'une crevaison à la roue arrière. Et Olaf Koy, alors j'ai pas vu d'image, mais je suppute qu'il s'est cassé la gueule. Dans ce même secteur gravel, il se tenait l'épaule lorsqu'il était assis sur le bas-côté.
Et bien voilà, 72 km de l'arrivée, Pedersen s'est débarrassé de tout le monde, a profité de la malchance de ses deux principaux adversaires, Philipsen et Olaf Koy, et le voici parti seul, enfin pas tout à fait, il y avait un petit coup à l'auto dans sa roue, à la poursuite d'un groupe d'échappés dans lequel on retrouve notamment Victor Kampenaerts, véritable épouvantail de cette échappée. À 63 km de l'arrivée, une dizaine de kilomètres après l'attaque de Pedersen, le Danois rentre sur l'échappée, et on a donc la situation de course suivante, un groupe de 10 coureurs à l'avant avec l'ultra favori Mads Pedersen et le peloton repoussé à 50 secondes, dans lequel on retrouve Philipsen qui a réussi à rentrer après sa crevaison. 57 km de l'arrivée, on entame la deuxième des trois ascensions du Mont Kemmel. Dans l'échappée, Kampenaerts attaque, mais il va immédiatement se faire contrer par Mads Pedersen qui va donc partir définitivement en solo à 57 km de l'arrivée et qui dépose un à un tous les échappés. Dans cette deuxième ascension du Mont Kemmel, dans le peloton derrière, Jorgensen fait forte impression. Mais on sent bien que l'Américain n'a pas spécialement envie de partir en solo derrière Pedersen et il va un petit peu lever le pied au sommet du Mont Kemmel pour attendre le peloton afin que puisse organiser une chasse derrière le Danois. À 50 km de l'arrivée, Pedersen a 1 minute d'avance sur le peloton. Emmené par deux coureurs d'Alpecin, la chasse n'est pas exceptionnelle. Je trouve que ça bluffe un petit peu. Alpecin sont un petit peu seuls à faire l'effort derrière le Danois. Et ça va fortement profiter à Pedersen qui va profiter de ce moment de latence dans le peloton pour creuser des écarts. À 35 km de l'arrivée, au pied de la dernière ascension du Mont Kemmel, Pedersen a 2 minutes d'avance sur le peloton. Le Danois monte très fort le Mont Kemmel, pas autant cependant que le peloton qui se voit agité par Florian Vermeersch puis par Jasper Philipsen. Ça ne va cependant pas créer d'écart dans le peloton, il n'y avait pas d'intérêt à partir à 2 ou 3 derrière Pedersen. Philipsen va un petit peu lever le pied et on va essayer derrière d'organiser la chasse dans les 35 derniers kilomètres pour pouvoir aller chercher Pedersen qui compte encore 2 minutes d'avance sur ce groupe favori. Cependant, dans ce groupe de compte, ce groupe de favoris pointé à 2 minutes de Pedersen, il y a une problématique. Il reste 35 km, il faut organiser la poursuite derrière Pedersen. Le problème, c'est que le vent va souffler d'abord de côté, puis de dos dans les 30 derniers kilomètres. Tout ça, c'est bien à l'avantage de Pedersen, et on se pose alors la question, est-ce que le plus dur est fait pour le Danois? Est-ce qu'il est parti pour nous faire un solo magistral et venir s'imposer une troisième fois sur Gand-Wevelgem? À 30 km de l'arrivée, on se rend compte que Pedersen a perdu un petit peu de temps, de 2 minutes, l'écart passe à 1 minute 45. Cependant, dans le groupe de compte derrière, on peut noter que la chasse est encore pas très bien organisée. Il faut dire que l'équipe Lidl de Pedersen fait un travail absolument remarquable pour casser les relais. UAE joue aussi un petit peu à l'avantage de Pedersen. On a Florian Vermeersch qui vient, pour je ne sais quelle raison, produire une bordure à 32 km de l'arrivée. Nils Politt va faire de même un petit peu après. Tout ça, ça crée un petit peu le bazar, c'est très mal organisé. Et lorsqu'on change de direction à 25 km de l'arrivée, ça y est, Pedersen avant de dos jusqu'à la ligne, c'est le moment de mettre tous les watts et d'espérer que ça tienne jusqu'au bout. À 25 km, Pedersen a encore 1 minute 30 d'avance, l'écart ne va pas changer à 20 km de l'arrivée. Ça sent le roussi pour le peloton, effectivement, à 15 km, Pedersen n'a concédé que 5 secondes dans la dernière portion de 5 km. 1 minute 25 d'avance sur un peloton où la poursuite est effectivement plus propre, mais avec le vent favorable dont profite Pedersen, il roule à plus de 50 km/h. Pour vous donner un ordre d'idée, 15 km à parcourir pour Pedersen à une vitesse de plus de 50 km/h, c'est bouclé en 18 minutes. Ouais, pour que le peloton ait une chance derrière, il doit faire les 15 derniers kilomètres à un petit peu plus de 55 km/h de moyenne. Bon courage à eux, évidemment ça ne va pas se produire. Et Pedersen vient réaliser un des solos les plus magistrales en ce début de saison. Le Danois remporte un 3e Gand-Wevelgem et s'impose devant le peloton qui est réglé par Tim Merlier. Jonathan Milan, coéquipier de Pedersen, fait 3. On a eu un très beau sprint entre Tim Merlier et Jonathan Milan dans les 300 derniers mètres. Ça a tourné à l'avantage du Belge. Derrière se place Alexander Christophe, Hugo Hofstetter, premier français, Davide Ballerini, Bignan Girmay, Geno Bergmoz, Jordi Meus et Laurens Rex clôture le top 10. Alors, avec cette 3e couronne sur Gand-Wevelgem, Pedersen désormais co-égale le record de victoire d'Eddy Merckx, Peter Sagan, Tom Bonnen, Rick Van Looy aussi, je crois. Bref, il assoit sa domination sur cette course qu'il avait déjà remportée en 2023 et en 2020. C'est une masterclass absolue du Danois qui confirme son excellent début de saison. Alors, ok, vous pourrez me dire, Philipsen et Olaf Koy ont connu des mésaventures lorsque Pedersen avait attaqué et ils auraient pu être en mesure de suivre Pedersen. Oui, c'est vrai, Pedersen a été très chanceux, ou plutôt la malchance s'est bien abattue sur Philipsen et Olaf Koy. D'un autre côté, celui qui est à l'origine de l'attaque à 72 km de l'arrivée, c'est bien Mads Pedersen. Et puis j'ajoute à ça, qu'au-delà de l'attaque, dans les 70 derniers kilomètres, il a bien roulé tout seul. Alors certes, il a croisé les échappées à un moment donné de 60 km de l'arrivée à 50 km de l'arrivée,
Mais personne ne l'a été. Campenars l'a même attaqué dans la deuxième ascension du Mont Kemmel. Pedersen n'a pas paniqué, a contré Campenars, et derrière c'est un solo absolument magistral de la part de Pedersen. On ajoute à ça que c'est une victoire d'équipe méritée pour Lidl qui a fait tout le travail dans les 35 derniers kilomètres pour vraiment empêcher que la chasse s'organise correctement derrière le Danois. Une performance individuelle de Pedersen, certes, mais aussi une performance collective parce que derrière Milan vient aussi chercher la 3e place de l'épreuve après un superbe sprint. Franchement, bravo Lidl, bravo Pedersen. Pedersen, clairement, c'était certainement le mec qui méritait le plus cette victoire au départ de ce Gand-Wevelgem. C'est le plus impressionnant depuis le début de saison, après Tadej Pogačar et Mathieu Van Der Poel. Si on fait un retour rapide sur ce début de saison de Mads Pedersen, ça nous fait quand même un Tour de la Provence avec une victoire d'étape et le général. Un Paris-Nice où il s'est donné corps et âme pour son leader Matthias Skjelmose. Lorsque Skjelmose s'est retiré, Pedersen a pu se concentrer sur lui-même, est allé chercher une victoire d'étape, a fait le spectacle sur la dernière étape à Nice. Il est arrivé avec un statut de favori sur Milan-San Remo aux côtés de Van Der Poel et Pogačar. La suite, vous la connaissez, effectivement, ça a été compliqué pour lui de suivre dans le Cipressa Van Der Poel et Pogačar. Il vient quand même chercher une 7e place sur le premier monument de la saison. Et puis, il y a 2 jours, sur le 3 Saxo Classique, il a quand même été remarquable derrière Mathieu Van Der Poel, intouchable Van Der Poel, mais Pedersen venait chercher une 2e place méritée. Il lui manquait cette grande victoire en ce début de saison, ça y est, il l'a sur ce Gand-Wevelgem. 72 km en solo, je le répète, mais je trouve ça assez fantastique de la part de Pedersen. Clairement, avec cette performance, il s'affiche avec le statut d'outsider numéro 1 sur le Tour des Flandres qui aura lieu la semaine prochaine. Il y aura Pogačar et Van Der Poel, mais clairement, juste après, on peut mettre Mads Pedersen en favori. Alors je répète ce que j'ai déjà dit avant-hier sur le débrief de l'E3 Saxo Classique. Oui, évidemment, il devra anticiper les attaques de Van Der Poel et Pogačar pour espérer l'emporter. Mais clairement, Pogačar et Van Der Poel devront se méfier du Danois parce que si celui-ci décolle à 80, 70 ou 60 km de l'arrivée, faudra pas lui laisser une minute parce que clairement, ça peut sentir bon pour Pedersen. Voilà, c'en est tout pour ce débrief de Gand-Wevelgem. Victoire plus que méritée pour Mads Pedersen. La suite, je vous retrouverai mercredi pour débriefer à travers la Flandre. Il y aura un sacré plateau au départ de cette course-là mercredi. Mads Pedersen sera de la partie, Matteo Jorgensen, Wout van Aert pour Visma, il y aura encore Jasper Philipsen pour Alpecin. Ça fait partie des malchanceux du jour, Jasper Philipsen. Il faut espérer que la roue tourne pour lui, lui qui a connu quelques déboires avant Milan-San Remo, qui a souffert d'une crevaison aujourd'hui. Quoi qu'il en soit, si je dois avoir un petit mot sur Philipsen, franchement, à 2 semaines de Paris-Roubaix, je trouve que le Belge est prêt. Donc ça nous promet du spectacle pour mercredi. Allez, je vous laisse ici, prenez soin de vous, une très bonne soirée et à très vite. Salut, ciao!